On a souvent cette image du Moyen Âge, un peu sombre, un peu figé, les âges sombres comme on dit. Et pourtant, si on se disait que c'est précisément là, au cœur du XIIe siècle, qu'a eu lieu l'une des plus grandes révolutions de la pensée. Une révolution qui a donné naissance à une institution qui, aujourd'hui encore, façonne nos sociétés, l'université. Allez, on part ensemble à la découverte de cette histoire fascinante. Pensez-y, les diplômes, les examens, les débats d'idées, tout ça, ça nous semble complètement normal aujourd'hui. Mais ces concepts, ils ne sont pas tombés du ciel, non, ils sont l'héritage direct d'un changement de mentalité hyper radical qui a eu lieu en plein Moyen Âge. Avant cette révolution, le savoir c'était simple. C'était un don de Dieu. On le recevait en méditant tranquillement dans les monastères. Et puis, tout à coup, une idée folle émerge. Et si le savoir, ce n'était pas quelque chose qu'on reçoit, mais quelque chose qu'on va chercher, qu'on conquiert? Il devient un mérite, une réussite personnelle, qu'on obtient par la logique et le débat. C'est un basculement total. On passe de la contemplation silencieuse à la confrontation, à l'affrontement des idées. Pour vraiment comprendre ce que ça change, le mieux, c'est de se plonger dans le quotidien d'un étudiant de l'époque. Ça va rendre les choses beaucoup, beaucoup plus concrètes. Alors, voici Geoffroy. Il a 15 ans. Imaginez-le arrivé à Paris. Il maîtrise déjà le latin sur le bout des doigts et il est prêt à se lancer dans la faculté des arts. À l'époque, c'est un peu la porte d'entrée obligatoire de l'université. Et attention, sa vie est réglée comme du papier à musique. Chaque jour, sauf pendant les fêtes religieuses, il y en avait quand même 80 par an, le programme est le même. Le matin, c'est la grande leçon du maître. L'après-midi, des cours de soutien. Et en fin de journée, le moment que tout le monde attend, le débat. Le matin, donc, c'est la lectio. Il faut s'imaginer une salle de cours où une seule personne a le livre, le professeur. C'est un luxe incroyable à l'époque. Alors, il lit le texte à voix haute et il commente. Il explique chaque passage. Et les étudiants, pendant ce temps, ils prennent des notes comme des fous, parce que les explications du maître, on appelle ça les gloses, sont aussi importantes que le texte lui-même. Et puis arrive la disputatio. Ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de la méthode scolastique. Mais attention, ce n'est pas un concours d'éloquence pour voir qui parle le mieux. Le but, ce n'est pas de gagner, d'écraser l'autre. Non. L'idée, c'est de construire la vérité ensemble. On prend un argument, on le tord dans tous les sens, on le pousse à bout pour voir s'il est solide. C'est une vraie quête collective. Et tout ça est super bien organisé, c'est une vraie chorégraphie intellectuelle. Le maître lance la question. Un premier étudiant, le respondens, va défendre une thèse. Puis un deuxième, l'opponens, va lui apporter la contradiction, va chercher les failles. Et à la toute fin, le maître reprend la parole, il synthétise tout, il pèse le pour et le contre et il donne sa solution. C'est une machine à fabriquer du savoir. Mais cette machine intellectuelle, c'est aussi une machine à trier, à sélectionner. Le parcours pour devenir maître est incroyablement long et difficile. Voyons voir comment notre ami Geoffroy s'en sort. Pour Geoffroy, c'est un vrai marathon. Il entre à 15 ans. Il va lui falloir à peu près 5 ans juste pour devenir bachelier. Ensuite, encore 2 ans pour décrocher la licence. Et ça, c'est le gros examen qui fait peur à tout le monde. S'il y arrive, la maîtrise derrière, c'est presque une formalité. Sauf que la réalité, elle est brutale. La sélection est juste extrême. En se basant sur des chiffres un peu plus tardifs, on estime que près de 3 étudiants sur 4 laissaient tomber avant même d'avoir le premier diplôme. Seulement 27% allaient jusqu'au baccalauréat. Et ce n'est pas fini. Sur tous ceux qui se sont inscrits au départ, moins de 10% finissent maître en art. Si on regarde en droit, on tombe à 2%. Et en théologie, la discipline reine, le sommet du sommet, alors là, c'est encore plus faux. Oui, 1,5%. Un étudiant sur 200. Devenir maître en théologie, c'était faire partie d'une élite intellectuelle rarissime, au bout d'un parcours qui pouvait vous emmener jusqu'à 37 ans. C'est juste dingue. Mais au milieu de toute cette nouvelle effervescence intellectuelle, un conflit majeur va éclater. Une nouvelle philosophie, tout droit venue de l'Antiquité, débarque et vient tout mettre sens dessus-dessous. Et le grand perturbateur, c'est lui, Aristote. Ces livres, qui avaient été plus ou moins oubliés en Occident, sont soudain traduits et commencent à circuler partout. Et ce n'est pas juste un auteur de plus, c'est un système de pensée complet, une vision du monde ultra cohérente qui a la prétention de tout expliquer, de la physique des étoiles à la morale humaine. Rien que cette petite phrase, la toute première de sa métaphysique, c'est une bombe. Pour les penseurs de l'époque, le savoir, c'est un cadeau de Dieu, une grâce. Et là, Aristote arrive et dit « Non, savoir, c'est un désir naturel, c'est inscrit en nous. C'est la raison humaine qui, tout d'un coup, revendique son indépendance. »
le clash est inévitable. Pour Aristote, la science suprême, c'est la philosophie. La théologie, c'est secondaire. Sa vision de l'âme, mortelle, liée au corps, percute de plein fouet le dogme chrétien de l'âme immortelle. C'est toute la hiérarchie du savoir et de la foi qui est menacée. Bien sûr, l'Église réagit. Et vite. Dès 1210, on interdit certains livres d'Aristote. Mais c'est impossible d'arrêter une idée qui circule. Alors en 1270, l'évêque de Paris condamne 13 idées jugées dangereuses. Et en 1277, on passe à la vitesse supérieure. 219 thèses sont carrément mises à l'index. C'est un énorme serrage de vis pour tenter de reprendre le contrôle. Et pourtant, malgré ces crises, malgré cette sélection impitoyable, c'est bien ce système qui a posé les fondations de notre université moderne. Le résultat de tout ça, au final, il est très clair. C'est la création d'une nouvelle élite. Une élite qui n'est plus basée sur le sang ou la naissance, mais sur le mérite intellectuel, validé par des diplômes. Et ces nouveaux diplômés vont très vite prendre les postes les plus importants dans l'Église, dans les administrations des rois, et ils vont façonner l'Europe des siècles suivants. Et cet héritage, il est absolument partout aujourd'hui. Notre système de diplômes, la licence, le master, le doctorat, nos facultés spécialisées, et surtout cette idée fondamentale qu'une affirmation doit être prouvée, qu'un argument doit être défendu de manière rationnelle. Tout ça, ça nous vient tout droit de cette révolution du Moyen-Âge. Alors, ça nous amène à une dernière question. À notre époque, où l'on est bombardé d'informations, de fake news, de débats qui partent dans tous les sens, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vieille méthode médiévale? Cette rigueur, cette obsession de bien définir les mots, de toujours peser le pour et le contre, et de chercher la vérité dans la contradiction plutôt que de crier plus fort que l'autre. C'est peut-être un héritage qui vaut le coup d'être médité. Merci d'avoir suivi cette analyse.